Province de Namur, le podcast. Elle a ouvert ses portes il y a une quinzaine de jours. Japoniaiserie fantaisie japonaise au temps de Félicien Rops est à voir jusqu'au 15 février prochain. Et toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser, c'est maintenant. Et c'est avec Thomas Clairbaud, conservateur adjoint au musée Rops et commissaire de cette belle exposition. Alors Thomas, on va y aller tout de go et on va rassurer tout le monde. Il n'y a pas d'erreur de terminologie, on parle bien de japoniaiserie. Oui, vraiment pas d'erreur. Japoniaiserie, c'est vraiment un clin d'œil à Félicien Rops. C'est un mot qu'il a abondamment utilisé dans sa correspondance. Rops n'a jamais parlé de japonisme, mais tout le temps de japonaiserie. Alors japoniaiserie, c'est un terme à connotation péjorative, négative, parce qu'au 19e siècle, une japoniaiserie, c'était une mauvaise production japonisante. Donc c'est vraiment un artiste assez paresseux qui a introduit un objet japonais dans son œuvre. Et voilà, c'est moderne, c'est japonais. C'est une japoniaiserie. Le terme japoniaiserie va être réutilisé après 200 ans plus tard, enfin 150 ans plus tard, par le monde politique français, quand en fait, la culture manga va commencer à envahir la France et la Belgique à la fin des années 80-90. Et japoniaiserie était en fait pour qualifier cette production japonaise, ces mangas qui arrivaient du Japon et qui venaient en fait pervertir la jeunesse de l'époque. Donc japoniaiserie, c'est pas une erreur, c'est un clin d'œil à Félicien Rops et c'est donc un double clin d'œil à l'artiste et à ce qu'on a connu après dans les années 90, au début des années 2000. Et donc on va quand même parler de japonisme. Oui, c'est tout à fait une exposition sur le japonisme, donc l'influence des arts japonais sur les artistes du 19e siècle, y compris Félicien Rops, mais surtout Félicien Rops, parce que Félicien Rops sera vraiment au cœur de l'exposition. Chaque section de l'exposition a été pensée autour soit d'une œuvre japonisante de Félicien Rops, soit d'artistes que Rops connaissait ou a cité dans sa correspondance. Et donc, voilà, on va parler de japonisme, mais comme vous l'avez dit, la spécificité, c'est bien ici que tout tourne autour de Rops, parce que des expositions sur le japonisme, des études sur le japonisme, il y en a quand même eu un petit paquet. Tout à fait. Bon, le sujet est étudié depuis plus de 50 ans, parce que le Japon a toujours fasciné en fait les artistes, mais aussi les journalistes, les écrivains, etc., et le grand public. Et donc il y a des expositions depuis des décennies maintenant, et donc comment faire quelque chose d'inédit sur le japonisme? La seule façon de le faire, c'était de relire l'œuvre de Rops à la lumière des arts du Japon, ce qui n'avait jamais été fait, ou alors de manière très succincte. Et donc vraiment, Félicien Rops sera le point de départ de l'exposition. Donc on va voir vraiment l'histoire du japonisme au travers de ses yeux. Alors justement, comment ça se fait qu'à un certain moment, c'est à l'époque de Rops qu'on commence à parler, qu'on commence à avoir un intérêt sur l'art japonais? Oui, en fait le Japon a fermé ses frontières à l'Occident vers 1639, donc au XVIIe siècle, parce que justement les Européens venaient au Japon et commençaient à se mêler des affaires des Japonais, ce qui a causé beaucoup de conflits. Notamment des conflits religieux? Des conflits religieux, oui, des Portugais, des Espagnols qui venaient évangéliser la population japonaise de l'époque. Et donc ça a créé en fait des conflits de clans au Japon. Et donc le Japon a décidé, on va rétablir la paix au Japon, on va mettre les Européens en dehors du pays et on fermait nos frontières. Donc pendant près de 200 ans, en fait, le Japon va rester complètement, en tout cas pratiquement à tous les pays européens, fermé complètement à tous les pays européens, et donc va vraiment vivre de manière autonome dans le pays et développer ses traditions. Donc ils vont développer toute une culture traditionnelle japonaise, notamment les estampes japonaises qu'on connaît aujourd'hui, c'est des estampes qui ont connu un certain essor pendant la fermeture du Japon. Et donc au milieu du 19e siècle, c'est aussi un peu actuel comme sujet, mais les États-Unis vont arriver au Japon, dans la baie de Nagasaki, et vont dire maintenant ça suffit, vous ouvrez le pays, on veut commercer avec vous. Et donc le Japon va être obligé d'ouvrir ses frontières et de signer des traités d'amitié, de commerce avec les Européens. Donc à partir de ce moment-là, en fait, beaucoup d'objets et d'estampes japonaises vont être envoyés en Europe. Et c'est là que les artistes occidentaux vont découvrir l'art japonais qu'ils ne connaissaient pas, parce que ça faisait 200 ans que le pays était fermé au grand public. Et donc vous avez parlé de contrats entre guillemets avec différents pays. Qu'en est-il de la Belgique ?
Donc les premiers traités commerciaux avec le Japon, c'est à la fin des années 1850 et la Belgique va signer son propre traité avec le Japon en 1866. Donc c'est un anniversaire. Oui, tout à fait, c'est les 160 ans des relations belgo-japonaises en 2026. Et donc là, l'exposition fête ses 160 ans et inaugure en fait ce programme d'activité qui vient fêter ces relations entre les deux pays. Un honneur. Mais revenons-en à Rops. Comment Rops lui-même va-t-il être mis en contact avec cette culture particulière? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il ait vu ses premières œuvres japonaises à l'exposition universelle de 1867, qui est en fait la première exposition universelle à Paris où le Japon expose une partie de sa culture et de son art. La correspondance indique que Rops voulait aller à cette exposition, mais on n'est vraiment pas sûr à 100% qu'il y est vraiment allé. Par contre, ce qui est vraiment attesté, c'est qu'un an après, il va lire un livre qui s'appelle Manette Salomon, qui est un livre écrit par les frères Goncourt, qui sont aujourd'hui connus pour le prix littéraire qui porte leur nom. Et Manette Salomon, qui est un roman qui parle en fait du monde artistique du 19e siècle, de cette quête de la modernité dans l'art et aussi de la figure de la femme fatale, autant de thèmes que Rops appréciait en fait et qui va traiter aussi dans son œuvre. En fait, donc, Rops, en lisant ce livre, va vraiment apprécier Manette Salomon et va offrir un dessin aux frères Goncourt en remerciement de cette belle lecture. Et ce qui est intéressant avec Manette Salomon, c'est qu'il y a tout un chapitre qui décrit les estampes japonaises. Et donc Manette Salomon, c'est le premier ouvrage occidental qui décrit les estampes japonaises. Et donc Rops a son premier contact avec les estampes japonaises, avec cette description du Japon via l'ouvrage Manette Salomon. Et il va devenir complètement fou, il va adorer. Oui, il va adorer. En fait, dans un premier temps, il y a vraiment une curiosité de Rops pour l'art japonais, parce que en fait, à la fin des années 60, Rops fait de nombreux voyages entre Bruxelles, Namur et Paris. Puisqu'il veut se former, il veut rencontrer des éditeurs, il veut se faire son propre réseau artistique. Et à la fin des années 60, c'est les premiers contacts des Français du monde parisien avec l'art japonais. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est encore quelque chose de marginal. Ce qui plaît aussi à Félicien Rops, parce que lui, il préfère aller faire des choses qui sont plutôt en marge de l'art et pas quelque chose qui est plutôt mainstream, on va dire. Et donc... au début des années 70, c'est vraiment une première curiosité de Rops pour cet art japonais. Et donc, il va commencer à collectionner lui-même avec son fils de l'art japonais et il va avoir quelques expositions d'art japonais. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va partager avec ses enfants, alors vous parlez de son fils. Oui, mais en fait, il faut bien comprendre que le japonisme, c'est plus qu'un mouvement artistique, c'est vraiment un phénomène de société à l'époque. Et donc, tout le monde part de Japon, tout le monde veut découvrir, veut voir de l'art japonais, veut collectionner de l'art japonais. Et donc Rops découvre ça, il partage ça avec ses enfants, mais à l'époque, c'est vraiment quelque chose d'exotique. Donc les gens qui voient cet art, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Et donc c'est vraiment une fascination. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fait avec les mangas il y a 20 ans, 20-30 ans. Et c'était une nouvelle manière de raconter des histoires via la bande dessinée. Et donc, c'est quelque chose qui a envahi en fait toute l'Europe, comme les mangas ont envahi les mangas, les animés, la culture japonaise, la société actuelle en fait. Alors, on le sait, Rops se voit beaucoup, il critique beaucoup aussi. Oui, c'est un peu la caractéristique de Rops. C'est que déjà, il adapte son discours selon les personnes, mais comme beaucoup d'artistes de son époque, il aime critiquer, et ça aiguise aussi son esprit critique. Et donc, Rops fait de l'art japonisant, de manière, on va dire, humoristique, pour son propre plaisir. Mais au fur et à mesure que l'art japonais va influencer les artistes de son époque, et va vraiment devenir quelque chose qui va transformer l'art et devenir quelque chose de prépondérant dans l'art du 19e siècle, Rops va progressivement adopter une position critique par rapport au japonisme parce que justement ça devient mainstream. Et Rops, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, il préfère développer son propre art. Et donc, il y a toute une série de lettres qui sont assez amusantes où Rops critique les artistes japonisants de son époque, notamment l'artiste belge Alfred Stevens, qui
pour le coup, est vraiment le représentant, selon Robs, de la japonaiserie, puisque l'art d'Alfred Stevens est surtout caractérisé par un portrait d'une belle Parisienne, bien vêtue, et qui est en train d'admirer un objet japonais. Et donc il va critiquer en fait en quelque sorte tous ceux qui sont en dehors d'une certaine modernité, qui se contentent de mettre un objet japonais dans un tableau. Oui, il critique vraiment les gens qui se revendiquent modernes juste en rajoutant un objet japonais. Effectivement, l'objet japonais est moderne à l'époque, mais c'est pas pour ça que l'œuvre est moderne selon lui. Pour lui, c'est de la paresse en fait. On met un objet moderne, du coup c'est moderne. Donc, et effectivement, en plus à l'époque, ces artistes-là connaissent un immense succès, ils vendent beaucoup, ils ont le soutien de la bourgeoisie, de l'aristocratie, y compris dans l'empereur Napoléon III. Tous des milieux que Robs ne touche pas beaucoup, et Robs n'est pas exposé dans les salons. Et ceux qui sont exposés dans les salons sont des artistes qui ne sont par définition pas modernes, parce que l'art moderne va vraiment naître de ces artistes marginaux, rejetés des salons, qui vont en fait vouloir transformer l'art. Donc on parle de l'impressionnisme. L'impressionnisme est né de la contemplation des arts japonais, mais d'une réinterprétation intelligente de l'art japonais, donc dans les coloris, dans la composition, dans les sujets traités, dans la manière de les représenter. Et donc, les gens plutôt de côté, par exemple. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment une composition, un personnage coupé dans la composition, ou alors un immense vide lissé dans l'œuvre. Et en fait, c'est des caractéristiques qui rompent avec l'art académique, l'art classique, qui prône plutôt l'équilibre, la clarté visuelle, etc. Donc c'est tous les artistes qui sont exposés dans les salons et qui connaissent un succès, mais que Robs critique parce que justement, l'art moderne, selon lui, c'est quelque chose qui vient choquer, c'est un art qui n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Et donc finalement, on peut dire qu'il y a, je vais employer un terme peut-être un peu fort, mais une relation d'amour-haine de Robs par rapport à tout ce qui est japonisant. Oui, tout à fait. Robs fait lui-même de l'art japonais parce qu'il aime l'art japonais, il en collectionne. Mais comme il expliquait, au fur et à mesure que cet art japonais envahit tout l'art de l'époque, et même, c'est plus que l'art, c'est en fait, on marche quelques mètres dans Paris, on voit une boutique d'objets japonais, on voit une exposition d'art japonais, on voit des personnes habillées avec des habits traditionnels japonais, il y a des dîners costumés japonais, donc tout le Paris, à l'époque, est japonisant. Paris est d'ailleurs la capitale du japonisme, et c'est de là que va vraiment partir tout le japonisme en Europe. Mais donc, au fur et à mesure où ça ne devient plus marginal, mais que ça devient quelque chose de communément admis et apprécié de tout le monde, au fur et à mesure de cela, Robs va commencer à le critiquer parce que ça ne devient plus moderne si tout le monde le fait, en fait. Donc, Pourtant, vous l'avez montré, et c'est quelque chose qui m'a bien marqué, moi, dans cette exposition. Robs va tourner autour du quartier où on retrouve des éléments japonisants, où on retrouve en tout cas des éléments du Japon. Tout à fait. Donc, Robs quitte la région de Namur en 1874, au moment où il se sépare de sa femme. Et donc, en 1874, il va s'installer définitivement à Paris. Et donc, il habite d'abord du côté de Montmartre, donc plutôt au nord de Paris. Et au fur et à mesure de l'évolution de ses commandes, au fur et à mesure qu'il a de plus de commandes, et au fur et à mesure que ses nouvelles compagnes, les Sœurs du Luc, qui ont une maison de couture, connaissent aussi un succès, mais en fait, Robs va déménager dans le centre de Paris, dans le 2e arrondissement, pas très loin du Louvre, etc. actuellement. Et donc, c'est vraiment le cœur de Paris, mais c'est aussi l'endroit où va s'ouvrir toutes les boutiques d'objets japonais, où va avoir lieu toute une série d'expositions japonaises. Donc, c'est vraiment le lieu historique du japonisme. Et donc, Robs, en fait, en sortant de chez lui, il va voir ces boutiques japonaises. D'ailleurs, il va acheter des objets japonais dans ces boutiques japonaises. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui va contribuer à ce développement de ce sentiment de, entre guillemets, haine pour le japonisme. C'est qu'en sortant de chez lui, il va voir que ça, en fait. Et tous les artistes vont faire que ça. Et donc, il va avoir, à mon avis, à partir des années 1880, un certain ras-le-bol, tout en
continuant quand même à collectionner de l'art japonais et à faire de l'art japonisant, mais plus dans le même contexte. Avant, c'était pour son propre plaisir. Maintenant, c'est plutôt pour se moquer de ces artistes japonisants et de manière irrévérencieuse pour se moquer de toutes ces japonaiseries qui envahissent le monde artistique de l'époque. Oui, parce que finalement, cet art japonais, et je pense notamment à Hokusai, ils vont quand même influencer vraiment l'art occidental, au point où on va retrouver certains motifs d'une espèce de cahier qu'il avait conçu pour que ses élèves se fassent la main, finalement. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs œuvres d'Hokusai qui sont vraiment passées à la postérité. La plus connue, tout le monde la connaît, c'est la Grande Vague de Kanagawa. Qu'on n'aura pas dans l'exposition, mais on aura une autre estampe qui est dans l'exposition, qui est aussi très connue. C'est le Mont Fuji rouge, de sa célèbre série des 36 vues du Mont Fuji, dont est aussi issue la Grande Vague de Kanagawa. Mais il y a aussi deux autres œuvres qui vont vraiment influencer les artistes de l'époque. La première, c'est la Hokusai manga, donc qui est, comme vous le dites, une série de 15 volumes, en fait, de motifs japonais de tout genre. Il y a des animaux, il y a des scènes de la vie quotidienne, il y a des paysages, des scènes religieuses, des dieux, etc. Et donc, en fait, c'est des volumes de croquis que Hokusai a dessiné au fil de ses voyages et qui va, en fait, donner à ses étudiants pour qu'ils puissent se faire la main, parce que de tout temps, en fait, un artiste, pour devenir artiste, doit copier les grands maîtres. Et donc, c'est aussi la même chose au Japon, même s'ils ont été fermés à l'Occident pendant des siècles. Et donc, ces carnets vont influencer les artistes japonais pendant des décennies. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand ces carnets vont arriver en Occident, et d'une manière assez drôle, parce que l'une des légendes voudrait que la Hokusai manga ait servi à emballer des objets japonais, en fait, dans des cargaisons d'objets japonais, et a été découvert de cette manière par des artistes en déballant des objets. Ils ont vu des pages de la manga. Vont aussi influencer les artistes occidentaux qui vont, en fait, dans un premier temps, tout simplement copier purement et simplement ces motifs dans leurs œuvres. Et beaucoup d'artistes connus, on parle d'Edgar Degas, on parle d'Édouard Manet, on parle de Claude Monet, de Félix Bracquemond. Donc Rops lui-même, dans les années 1870, au moment où le japonisme commence à vraiment exploser à Paris, mais n'est pas encore quelque chose qui va exploser, Rops va copier lui-même des motifs du premier volume de la manga. Et donc on a toute une série de gravures dans l'exposition qui sont directement inspirés de la manga et des motifs qu'on retrouve dans d'autres œuvres de son entourage, de Félix Bracquemond, de James Ensor, d'Édouard Manet. Autant de noms que l'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition. Hein. Oui, on a dans l'exposition des noms assez connus d'artistes que Rops a côtoyés ou a cités dans sa correspondance, ou qui ont été influencés ou qui ont influencé Rops. On parle par exemple de Manet, de Degas, de Monet. On a par exemple dans l'exposition les exemplaires de la Hokusai manga de Monet qui sont exposés à côté des exemplaires de la manga de Rops qu'on a retrouvés dans des collections privées. Donc ça c'est une grande chance et c'est assez inédit dans l'exposition. Mais vraiment tous les artistes qui ont fait l'histoire du japonisme, de l'impressionnisme, des grands noms que Rops a vraiment côtoyé. Donc Rops a vraiment un énorme réseau artistique à l'époque. On pourrait en parler pendant des heures. Hein. Alors la chose à préciser, c'est que l'exposition, elle se déroule dans l'exposition temporaire, mais elle se déroule aussi ailleurs dans le musée. Oui, comme Rops est le point de départ de l'exposition et que le sujet, comme vous le dites, est immense, l'exposition a un peu débordé sur les salles permanentes. Donc on aura vraiment toutes les salles temporaires qui seront dédiées à l'histoire du japonisme, avec des œuvres de Rops, bien sûr, mais surtout des œuvres de son entourage japonisant. Mais les gens peuvent aussi retrouver dans les salles permanentes plusieurs sections dédiées là, exclusivement à Félicien Rops et à son rapport à l'art japonais,
sur différents sujets. On a par exemple une section qui est dédiée à sa passion pour la botanique et au rapport des Japonais à la nature. On a 2 vitrines avec la collection japonaise de la famille de Rops, donc ses propres objets, mais aussi les objets collectionnés et achetés par ses enfants. Donc Paul Rops au château de Tauzé, qu'on a pu retrouver grâce au fonds Félicien Rops qui gère le château actuellement, mais aussi les objets collectionnés par la fille de Félicien Rops, Claire Duluc, à la Demi-Lune, donc, qui était la maison de Félicien Rops en banlieue parisienne. Et donc on a vraiment fait tout un travail de recherche pour vraiment retracer cette collection japonaise et montrer au public de manière inédite ces objets. Donc il y aura bien d'autres sections, notamment une autre section dédiée au papier japonais, le papier washi, qui est aujourd'hui reconnu au patrimoine de l'UNESCO, et que Rops en fait va abondamment utiliser dans son œuvre à l'époque. Et donc c'est probablement l'œuvre japonisante la plus pure, entre guillemets, de Félicien Rops, qui n'a pas produit dans un contexte humoristique ou irrévérencieuse, mais vraiment, Rops va découvrir au XIXe siècle le papier japonais, qui est un papier totalement différent du papier occidental, et auquel Rops va trouver des caractéristiques vraiment incroyable pour imprimer pour ses gravures et les tirer. Donc il va vraiment se mettre en quête de ce papier japonais. Donc on aura une petite section qui parle de ça. Voilà, une exposition passionnante au thème inédit à découvrir donc au musée Félicien Rops jusqu'au 15 février. Je vous rappelle le nom, c'est Japoniaiserie, fantaisie japonaise au temps de Félicien Rops. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.